0,001%. L'expérience de la réalité. Par Mark Auburn. Retour à la maison. Les voyages que vous faites ne sont pas toujours décidés au hasard. Parfois, si certains pays, certaines régions vous attirent et vous fascinent sans raison visible, c'est que vous avez la nostalgie du pays. En voici 3 exemples très différents. Arawak. Je me suis incarné en Amérique centrale au moins 2 fois. Ce récit ne concerne que l'une des 2. Comme souvent, je n'ai pas pu dater ce passage, dont je me souviens bien. J'ai fait partie d'une peuplade nommée maintenant par les Européens Indiens Arawak. Ce nom est inspiré de la façon dont nous nous nommions nous-mêmes. Pour le moment, c'est la seule incarnation où des mots précis de vocabulaire sont revenus dans ma conscience d'aujourd'hui. Lors de cette vie passée, je savais que mes proches ancêtres venaient des îles de l'Est dont le nom est actuellement Antilles. Ils avaient émigré dans le Yucatan, province du Mexique. Bien sûr, ces noms n'existaient pas à mon époque. Je n'ai jamais parlé que la langue des miens, et je ne me souviens pas d'avoir vu le moindre homme blanc, ni d'en avoir entendu parler. J'étais assez mince, la peau vraiment foncée, de petite taille. Je vivais dans la partie nord-ouest du Yucatan, endroit où je ne suis pas retourné précisément lors de mon séjour au XXIe siècle. Je me trouve dans un village Club Med à Cancun, parfaitement conscient qu'à quelques centaines de kilomètres, au milieu de la jungle, c'est chez moi. Mais cette fois-ci, je suis très détendu. La vie et la mort antérieure, dans ces lieux, n'ont pas posé de problème particulier. La végétation et le climat me sont familiers. À proprement parler, je ne découvre rien, n'étant pas un véritable touriste. Je participe à des excursions sur les lieux historiques. Tulum, Chichén Itzá. Ce ne sont pas précisément les endroits que je connais d'avant, mais presque. La jungle est la même que la mienne, qui est sur un paysage plus vallonné à l'ouest. Il y a dans notre groupe une dame qui exerce la profession de voyante dans le sud de la France. Tout en marchant, elle entre en transe et ma compagne me rapporte qu'elle parle alors de moi. Elle affirme que c'est un retour à la maison. Lorsqu'elle sort de sa transe, elle ne garde aucun souvenir de ses propres paroles. Lors de la première excursion, nous traversons une portion de jungle et c'est là que je vois les personnes qui y vivent. Ce sont des Indiens, petits gabarits, les hommes font en moyenne 40-45 kilos. J'avais le même aspect lorsque je vivais ici, pas de doute, ce sont eux. Bien sûr, aujourd'hui, mon véhicule physique a un tout autre aspect, beaucoup plus grand, 80 kilos, plutôt costaud, européen, blanc. Aucune chance d'être reconnu par les miens, non. On va voir à quel point on peut parfois se tromper. Je me trouve 2 ou 3 jours après dans une sorte de Disneyland à la mexicaine, assis dans des gradins en attendant un spectacle. Une sorte de partie de hockey jouée sur une aire ensablée. Pas de ballon ni de palet, mais une grosse boule de feu que l'on frappe avec une crosse à la manière des Mayas. Ces gens-là savaient s'amuser. Dès que la boule s'éteint, on la remplace. Attention à ne pas se brûler. Les joueurs sont pieds nus. Mais la partie n'est pas encore commencée. Il n'y a encore personne sur le stade. Détendu, je me mets en condition d'ouverture d'esprit. À plus de 50 mètres de moi, surgit soudain sur le stade un Indien, petit, mince, la peau très foncée, 40 kilos environ. Il sort des bâtiments où les sportifs se préparent au spectacle. Et comme j'ai l'esprit un peu ouvert, je reçois immédiatement son intention. Par intention, comprenez les pensées et schémas mentaux qui sont directement à l'origine de ce que l'on est en train de faire ou de ce que l'on va faire dans les secondes qui suivent. Qu'y a-t-il dans son intention ? Eh bien cet homme-là m'a tout simplement reconnu comme étant l'un des siens, à cette distance, et il vient me saluer. Je me demande pendant 2 secondes si je ne me trompe pas, avec l'appareil photo sur la poitrine et le sac à dos à côté de moi, j'ai vraiment l'air d'un touriste parmi des centaines d'autres assis sur les bancs. Mais son intention est limpide. Il marche droit vers moi, sans hésiter. Il ne regarde personne d'autre. Je sais ce qu'il va faire.
Je me lève alors qu'il arrive en face de moi. Nous nous tendons mutuellement la main pour nous toucher du bout des doigts. C'est notre salut. La poignée de main n'est pas dans nos manières. Nous nous regardons 2 secondes, droit dans les yeux. Il ne dit pas un mot, moi non plus. Mais nous nous comprenons parfaitement. Puis, il fait demi-tour et repart exactement d'où il était venu. Je ne le reverrai plus. Je dois dire que ce gars-là m'a bouleversé et énormément surpris. Il est au plus bas étage de la société mexicaine. Les touristes regardent son peuple avec pitié dans le meilleur des cas. Il fait peine à voir, avec la moitié du poids d'un occidental moyen. Il ne possède rien qui puisse être qualifié de matériel. Mais c'est un être conscient, immensément simple, et ce n'est pas un dormeur. Dans la hiérarchie spirituelle qui est la seule qui compte dans ce monde et dans les autres, il est au-dessus du panier. Il me donne une bonne leçon, une dure leçon, moi qui baigne dans cette opulence et cette suffisance des peuples riches. Il me rappelle celui qui m'a appris tant de choses au cœur de la jungle, dans cette vie antérieure. Il ne parlait vraiment pas beaucoup, mais chaque mot pesait une tonne. La civilisation du cœur. Des nuits passées dans un silence mutuel, une patience infinie pour approcher des magies subtiles, comme celle qui nous permettait de faire mourir volontairement quelque chose en nous pour passer certaines portes. Parfois, il chantait doucement devant le feu, au milieu de la nuit. Parmi les mots dont je me souviens, il y a ceux utilisés pour chasser telles ou telles mauvaises influences, tels ou tels mauvais esprits. Le mot est porté par une pensée vigoureuse, unifiée, puissante. L'ensemble, pensée, verbe, constitue une arme pour nous protéger ou pour guérir les nôtres. Ces mots sont secrets. Ils ne doivent jamais être utilisés que pour leur unique destination, jamais pour autre chose. Ce savoir est en moi pour toujours. Ce soir-là, une dernière surprise m'est offerte. À chaque fin de spectacle, on choisit un touriste quelconque qu'on fait descendre dans l'arène pour parader avec les joueurs. Une seule personne donc. Ce soir-là, je suis celui-là. Je me mêle à eux dans le show. Dans ma jungle, on ne jouait pas avec des balles de feu, mais j'en suis néanmoins très ému. Cela me paraît tout naturel. Après tout, je suis chez moi. Et il y a au moins une autre personne qui le sait. L'île de ceux qui rament sans bruit. Je fais le voyage le plus long de ma vie physique actuelle. Un premier vol Paris-Los Angeles, puis un second jusqu'à Tahiti. Nous avons déjà plus de 22 heures de captivité encastrées dans les places étroites de la classe économique. Papeete est notre dernière escale. Un avion plus petit va nous conduire jusqu'à Bora Bora. Tous les passagers sont harassés par le décalage horaire et la longueur du trajet, mais c'est presque fini. Les employés de l'aéroport ont l'habitude de récupérer des zombies en partance pour l'île de légende. Ils pèsent à nouveau tous les bagages et annoncent à la grande majorité des voyageurs qu'ils vont devoir s'acquitter d'une surtaxe. Bien que nos valises aient été contrôlées à Paris et validées pour le trajet entier jusqu'à Bora Bora, les passagers n'ont pas la force de protester et payent d'un air abattu. Mais pas moi. Ce n'est pas parce que je suis fatigué que je vais me faire escroquer, ne serait-ce que de quelques dizaines de francs. Je refuse. Je regarde les Tahitiens m'évaluer du coin de l'œil, sans en avoir l'air. Ils me disent que, dans ce cas, je ne pourrais pas prendre place dans l'avion. Je leur réponds qu'alors je vais rester parmi eux, dans leurs jambes, à l'aéroport, mais je ne paierai pas. Et je me plante devant leur bureau, avec mes bagages, déterminé à y passer mes vacances. On m'envoie un autre Tahitien plus âgé qui tente d'autres arguments. Je confirme à ce dernier que je ne paierai rien de plus, mais que lui-même vient de gagner un compagnon pot de colle pour les prochains jours, moi. Environ un quart d'heure après, le premier revient avec une solution. Tu vas au Club Med ? Ok, on va dire que tu es un géo, tu n'as rien à payer. Je les sens se marrer intérieurement et se dire, en voilà un qui ne s'est pas fait avoir, ce n'est pas souvent. 1 heure de vol, et nous voilà arrivés sur une petite piste de l'île. À l'instant précis où je pose le pied sur le sol, j'entends une voix bien sonore au centre de ma tête. Bienvenue chez toi. Cette île ne se nomme pas Bora Bora, mais Pora Pora. Surprise! L'accueil est franc, net, clair. La voix me dit que sans le moindre doute, je suis ici, chez moi. Le seul ennui est que pour une fois,
Je n'en ai aucun souvenir. Alors je remercie l'être qui s'adresse à moi et lui précise que ma mémoire ne me restitue absolument rien. Je suis comme un dormeur ordinaire. Bref, le parfait touriste. Quant à cette histoire, de Pora Pora, jamais entendu parler, alors bof. Je suis en vacances et me fiche comme de l'an moins 15 000 de cette prétendue incarnation ici. Je suppose que j'ai dû y prendre une vie entière de vacances, comme semblent le faire la plupart des autochtones, immigrants chinois exceptés. Ces derniers sont les principaux travailleurs du coin. Ils tiennent un grand nombre de commerces alimentaires. Le lendemain matin, je fais un jogging de quelques kilomètres. Un jeune Tahitien vient à ma hauteur en vélo. « Tu es américain ?»« Non. »« Alors pourquoi tu cours ?»« Et toi, que fais-tu ?»« Je me promène. »« À part cela, tu as un métier, tu travailles ?»« Non. » Il se marre comme si j'avais posé une question débile. « Tu vas travailler un jour ?»« Non, pourquoi ?»« Une incarnation de repos. Vous commencez à saisir le concept ? Si je n'ai aucun souvenir ici, il semble que les gens du coin, eux, se souviennent parfaitement de moi, comme on va le voir. Cela commence dès la première nuit. Il est entre 2 et 3 heures du mat, je m'éveille d'un seul coup. Pourquoi ? Je suis en train de rire à gorge déployée. Je ris comme jamais je n'ai ri de ma vie. C'est un rire profond, total, dévastateur. Les larmes coulent des yeux. Je ris jusqu'à en perdre le souffle. Je me suis réveillé comme cela. Aucun rêve n'a induit cette catharsis. Cela réveille ma compagne du moment. Elle tentait de récupérer du voyage. Alors mon tapage nocturne ne la fait pas trop rire. Tout en m'esclaffant sans discontinuer, je tente de lui expliquer que je ne sais pas du tout pourquoi. Je n'ai aucune histoire drôle en tête, ni quoi que ce soit de ce genre. Je suis mort de rire sans la moindre raison. Au bout de quelques minutes, je me calme et me rendors comme si de rien n'était. Le lendemain, nous évoquons cet événement cocasse, et puis nous l'oublions. Nous sommes en vacances au paradis terrestre, bien que les 2 premiers jours, il tombe des cordes la moitié de la journée. Je suis ravi, car j'adore la pluie. Et quand il fait plus de 30 degrés, être mouillé ou sec ne change pas grand-chose. La nuit suivante, ça recommence. En plein milieu de la nuit, voici à nouveau que je me réveille car je ris comme jamais de ma vie. À nouveau, mon ami est réveillé, passablement intrigué. Il y a des drogues au buffet du Club Med ? Non, c'est quelque chose d'inexplicable. Pourquoi est-ce que cela arrive à cette heure précise ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Nuit d'après, idem. Alors maintenant, ça commence à devenir une habitude. Toujours aucune raison. Et le reste du temps, mon humeur et mon comportement sont parfaitement normaux. Il y a juste ces quelques minutes au milieu de la nuit. 4e nuit, encore. Et le rire ne faiblit pas. Il reste toujours aussi puissant, profond, total et dénué de toute cause apparente. J'explore mes rêves, rien de ce côté-là. Il n'y a pas de logique, je n'y comprends rien. Le lendemain, je m'isole, car j'ai maintenant compris qu'il y a quelque chose de particulier dans cette affaire. Même avec la tête dure, on est obligé de le voir. Je laisse simplement mon mental supérieur me guider vers l'explication, et à ce moment précis, je n'en ai aucune espèce d'idée. C'est quasi instantané. Quand j'évoque l'intention de savoir, et que je m'ouvre sans préjugés, je suis conduit en contact de ce qui est à l'origine de mon rire. Je suis immédiatement attiré psychiquement vers le centre et le sommet de l'île, comme cela se passe pour les visions à distance. Je rentre en contact avec l'esprit de la montagne, une entité éthérique non humaine très ancienne, probablement établie ici depuis des millénaires. Vous l'aurez compris, c'est un esprit rieur. Il a commencé avec des générations et des générations d'humains, de Bora Bora. Et il les adore. Il m'a tout de suite repéré quand j'ai posé le pied sur l'île. C'est lui qui m'a souhaité la bienvenue. Chouette, en voilà un qui revient. On va bien se marrer. Cette fois-ci, c'est moi qui viens vers lui, et il est toujours aussi joyeux. Je lui lance des trucs qui l'enchantent. Alors, il paraît qu'on s'est connus autrefois. Tu sais que je ne me rappelle de rien du tout ? Tu as bien foutu le bordel ces dernières nuits. L'entité gère l'équilibre énergétique de l'endroit avec une poignée de collègues. Mais c'est lui le boss. Il règle les rapports avec les habitants humains encore jusqu'à aujourd'hui. Mais personne d'ici ne parle de cela. Ce ne sont pas des choses qu'on évoque avec des étrangers.
Ce n'est que 2 jours avant de quitter l'île que, tout à fait par hasard, j'apprends que le nom originel de l'île n'est pas Bora Bora, c'est Pora Pora. Et ça, je ne le savais pas avant de venir déguisé en touriste. Sur Wikipédia, on vous dit que c'est la première née, mais c'est aussi et peut-être seulement l'île de ceux qui peuvent ramer sans faire aucun bruit. Croyez-en un ancien. En m'envolant de l'île, je regarde la montagne de Bora Bora. Ma dernière pensée est pour mon pote, l'esprit de la montagne. Salut mon vieux, je m'en vais une fois de plus. Au-delà du système solaire. J'ai entre 14 et 15 ans. Milieu de la nuit. Voici que je prends conscience, dans un décor étrange. Je flotte au-dessus d'un sol de couleur brun orangé, avec une immense surprise. Je distingue très clairement un brouillard orange très dense autour de moi, et je suis immédiatement pris de panique. Je ne peux pas respirer cette atmosphère, je vais mourir ici. Cette terreur occupe tout mon esprit durant 1 minute. Je retiens ma respiration jusqu'à ce que je comprenne que je n'ai pas besoin de respirer. Ouf. Cette émotion apaisée, je recommence à circuler à 2 mètres du sol à très faible vitesse, au-dessus de rochers épars de couleur jaune-orange, et d'autres avec des teintes brun clair, sur un sol plat qui me semble sablonneux. Mais toutes ces teintes sont assez vives, différentes de celles qu'on peut voir d'ordinaire dans un désert, car c'en est un. Il n'y a aucune végétation, pas le moindre brin d'herbe. L'endroit est extrêmement calme. À part moi qui plane dans les parages, il ne se passe rien. Je n'en finis pas de m'étonner de voir de telles couleurs. Je porte mon regard plus loin, et voici que dans ce désert à distance, il y a une sorte de route très droite, ou une voie de chemin de fer, je ne sais pas. Comme c'est la seule chose particulière à voir ici, je me dirige vers cette route nonchalamment, à 10 ou 15 km/h, en volant. Toujours étonné de ne pas avoir besoin de respirer, je continue à m'en féliciter, car quelque chose en moi est certain que cette atmosphère me tuerait immédiatement. Le paysage en dessous est le même. Par endroits, il y a des nappes de ce brouillard coloré. J'arrive à côté de cette route, pour m'apercevoir que ça n'en est pas une, ni une voie ferrée, mais c'est quelque chose de ce genre. La partie posée au sol est absolument parfaite, très lisse, comme un métal inaltérable. C'est un ruban de 3 mètres de large, plat comme du verre, bordé de plans inclinés également parfaitement plats, qui rejoignent le sol de part et d'autre, symétriquement. L'ensemble est d'un bloc, et fait environ la moitié de ma taille en épaisseur. La teinte des plans latéraux est gris anthracite, assez clair, tandis que la partie horizontale est une sorte de jaune métallisé, assez difficile à décrire, car la lumière qui vient du ciel est jaune-orange. Il n'y a pas de bloc non plus dans le sens de la longueur. La totalité de la voie semble faite d'une seule pièce, sans soudure, sans boulon. Aucune forme d'assemblage n'est visible. Les parties non posées au sol sont moins faciles à décrire. Tout d'abord, elles ont les 2 couleurs de la partie du bas. Leur forme aurait pu être tirée d'une base de section carrée de 30 cm environ de côté, et modelée en des formes ondulées, dont les extrémités sont arrondies. On ne voit aucun raccord ni jonction. Chacun de ces objets fait environ 70 cm dans sa hauteur, et un peu moins dans sa largeur, avec une épaisseur de 30 cm. Il y en a de part et d'autre de la voie, à 3 mètres de hauteur, à l'endroit où je suis arrivé. En regardant plus loin, il y en a d'autres assez éloignés, à des intervalles irréguliers. Ce qui me frappe tout de suite, c'est leur beauté digne d'un chef-d'œuvre artistique. On ne peut expliquer comment ni pourquoi ces objets semblent si beaux. La seconde chose qui m'étonne est que ces objets ne sont fixés à rien. Ils flottent en l'air en gardant leur position et leur orientation exacte par rapport à la voie, sans bouger d'1 millimètre, malgré les mouvements visibles de l'atmosphère. Je m'élève à leur hauteur et regarde cela avec admiration, subjugué par leur beauté, et je m'interroge sur leur utilité éventuelle. En voulant en faire le tour, je passe au-dessus de la voie, et voici alors qu'il se produit une chose stupéfiante. Je suis attrapé par un courant invisible, et sans aucun acte de volonté de ma part, je me déplace à une vitesse croissante au-dessus de ce ruban, vers la gauche par rapport à mon arrivée. En quelques instants, ma vitesse est très élevée,
mais excepté une belle frousse, cela ne me procure aucun désagrément. Je me dégage de ce courant, simplement par l'intention de me déplacer sur le côté, et je me retrouve immédiatement immobile au-dessus du sol. Puis, je me replace en aplomb de la route, à la hauteur des choses qui flottent, et cela recommence. Le courant invisible m'emporte à grande vitesse et me garde en douceur au-dessus de la voie. Je n'ai qu'à me laisser faire. J'ai énormément d'appréhension sur l'endroit auquel ceci pourrait me faire parvenir. Rien ne m'est compréhensible ici. Au matin et les jours suivants, je pense sans cesse à cette aventure. Comme les autres fois, j'ai le sentiment écrasant que ceci était réel. Sauf que ce n'était ni ma maison, ni ma région, ni ma planète. Je n'arrive pas à comprendre. Mais comme à l'accoutumée, je n'en parle à personne. Je ne suis pas doué pour le dessin, mais ce voyage me pousse à représenter ce que j'ai vu. Je suis un jeune garçon doué pour la réflexion, exceptionnel selon certains de mes professeurs de français. Mais cette capacité de réflexion se trouve en difficulté. Comment un rêve peut-il être réel? Comment peut-on rêver de choses inimaginables? L'imagination, selon mon analyse, se base sur quelque chose de connu, de vécu, même lu dans des livres de fiction. Ce que j'ai vécu cette nuit-là n'a aucune explication. Pendant les 2 années suivantes, j'y pense souvent. Je suis allé là-bas, réellement. Je suis allé sur une autre planète. Comment et pourquoi? Je ne le sais pas. Pas encore. Mais plus tard, je me souviendrai de ce qu'il y a au bout de cette route si singulière, et pourquoi je suis venu par ici. Ce n'est pas par hasard. L'espace d'une nuit, je suis retourné dans un autre chez moi, bien loin de la Terre. Incarnation. Jusque-là, une quinzaine de vies passées me sont revenues en tête. Les personnages que j'ai incarnés sont souvent du genre de cet Indien au fond de la jungle. Ils ne figurent dans aucun livre d'histoire, pas de Napoléon, ni de Cléopâtre, rien qui flatte l'ego d'aujourd'hui. Mais parfois, des choses qui le blessent. Et de l'émotion, c'est ce qui se garde le mieux. Au fil du temps, j'ai compris à quel point nos vies passées nous influencent dans nos choix, nos sentiments, nos opinions, notre vision de l'existence au présent. Si vous voulez savoir ce que vous étiez, regardez-vous aujourd'hui. Vous êtes le produit intégral des enseignements de votre passé. Vous en avez assemblé certaines pièces pour composer la personnalité transitoire actuelle que l'on appelle l'ego. Nous avons tendance à nous identifier à cet ego, mais cet ego ne survivra pas à la mort de votre corps, il n'en restera rien. Nous nous identifions à notre culture, notre nom, notre famille, notre pays, notre corps physique, nos capacités intellectuelles, nos possessions, et Dieu sait quoi encore. Nous verrons certains aspects du pourquoi et du comment un peu plus loin. Nous nous confondons avec le rôle que nous jouons comme un acteur peut fusionner avec son personnage jusqu'à s'y confondre. Mais après la fin du spectacle, le dit personnage n'est plus là. Qu'est-il donc devenu? Rien du tout, pour la simple raison qu'il n'avait jamais vraiment existé. C'est ce que veulent dire les bouddhistes quand ils disent qu'il n'y a pas d'ego, tout en parlant de réincarnation. Ils ne cessent d'empiler les listes de ce que nous ne sommes pas, sans aborder les caractéristiques de ce que nous sommes. Il est vrai qu'essayer de transmettre ces notions avec un langage physique présente de grosses difficultés. Pour bien répondre à la question « Vais-je continuer d'exister après ma mort ?», il faut répondre à la question préalable « Que suis-je réellement ?» Après cela, nous n'avons plus à nous poser la question de la continuité de la conscience, elle devient évidente. Les différents aspects de notre nature réelle sont abordés dans ce livre. Nous venons d'en examiner un. Nous vivons plus d'une vie, et pas seulement sur cette seule planète.